Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'ai décidé de vous parler de certaines choses. Alors, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, si vous êtes une personne qui n'aimait pas les vidéos blabla, qui recherchait sur YouTube que des vidéos gays et qui changent les idées, etc., ce que je comprends tout à fait puisque moi la première... quand une vidéo me plombe le moral, en général, je passe très vite. Ne regardez pas cette vidéo. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour moi. J'ai des choses, certaines choses à exprimer que j'ai du mal à exprimer, donc j'espère que je vais y arriver. Et aussi pour vous, parce que vous êtes mignonne. Je dis mignonne parce que... ouais, je crois qu'il n'y a que des filles qui m'ont posé des questions. Il y a quelques jours de ça, j'ai posté une story comme quoi j'étais aux urgences. Donc comme vous le savez, j'ai des soucis de santé, hein, c'est pas nouveau. Je ne vais pas revenir sur toute mon histoire parce que cette vidéo durerait 2 heures et j'ai pas envie qu'elle dure 2 heures. Déjà, je la fais, je suis même pas sûre de la publier, si vous l'avouez. Si vous êtes en train de la regarder, c'est que je l'ai publiée, mais là, tout de suite, à l'heure où je la tourne, je ne sais pas encore. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 3 semaines à peu près, je me sentais vraiment mal. Je me sentais fatiguée et essoufflée. Fatiguée dans le sens... je me sentais au bord du burn-out, vraiment. J'avais l'impression que dans ma tête, ça allait exploser. J'ai déjà eu des périodes où, voilà, où j'en ai marre, où je suis plus fatiguée, ou voilà, en plus le mois de janvier, enfin c'est compliqué, on est en plein dans l'hiver, les fêtes sont passées, c'est moins gai, et je pense le mois de janvier est pour tout le monde une période pas super, tout simplement. Et je me sentais mais tellement épuisée, et puis essoufflée aussi, mais épuisée, et je vous dis au bord de l'implosion, et je me sentais vraiment à bout de force, et j'avais l'impression de demander à l'aide et que personne me comprenait, que personne ne m'entendait, que... Voilà, je sais pas trop comment expliquer mieux tout ça. Et du coup, mercredi de la semaine dernière, j'ai fini par aller aux urgences cardiologiques à Lyon, où je suis suivie pour mon suivi greffe. J'y suis allée parce que bah, je me sentais pas bien. Et parce que bah, mon mari, ça faisait plusieurs jours qu'il me disait « je vais t'emmener à l'hôpital, je vais t'emmener à l'hôpital, je vais t'emmener à l'hôpital » et tout. Et en fait, mercredi, donc je travaillais, et au moment de... voilà, pour nous, les assistantes maternelles, le rush, si j'ai envie, pour appeler ça comme ça, c'est un peu la période entre midi et 2, hein, voilà, on change les couches, on les fait manger, on rechange les couches, on lit l'histoire, ou on met des petites musiques calmes, enfin chacun a son rituel, et puis après on rechange la couche, et on couche les enfants, bref. Et à ce moment-là, j'en pouvais plus, voilà, j'en pouvais plus, j'ai appelé les parents, j'ai dit « est-ce que vous pouvez venir... chercher les enfants », j'en avais que 2 ce jour-là, et voilà, je me sens vraiment pas bien, il faut que j'aille à l'hôpital. Donc je suis allée à l'hôpital et tout, bon, ils ont vu à l'échographie qu'une partie de mon cœur était un peu molle, c'est-à-dire se contractait moins bien. Mais j'étais pas en urgence vitale, du coup j'ai pu rentrer chez moi, je me suis reposée. Ils m'ont donné des diurétiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des médicaments qui font faire pipi, parce que j'avais un peu d'eau dans le ventre et dans les poumons, étant donné que mon cœur pompait moins bien. Et du coup, bah, ce qui fait que bah, c'est pour ça qu'au moindre effort, j'étais fatiguée, essoufflée, etc. Mais il n'y avait pas d'urgence vitale, donc je suis retournée chez moi. Donc le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je me suis bien reposée. Avec les diurétiques, j'ai beaucoup uriné, ce qui a fait que l'essoufflement allait beaucoup mieux.
Donc voilà, et ensuite je suis rentrée à nouveau le lundi après-midi à l'hôpital, et le mardi à 15 h, on m'a fait ce qui s'appelle une coronarographie biopsie. Parce que, étant donné, comme je vous disais, qu'aux urgences, on avait vu à l'échographie qu'il y avait une partie du cœur qui se contractait moins bien, ça pouvait être soit une artère qui était en train de se boucher, donc si on attendait trop, ça pouvait faire un infarctus, ou soit un rejet de mon greffon cardiaque. Voilà. Donc il s'est avéré au final que je n'avais pas de rejet, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça me faisait très très peur, et vous allez peut-être me trouver complètement stupide, mais je vous le dis, voilà, cette vidéo c'est vraiment à cœur ouvert. Ce qui me faisait le plus peur dans le fait de faire un rejet, c'était le traitement du rejet, c'est-à-dire que j'ai un traitement anti-rejet, hein, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, même à 20 ans de greffe, on a toujours un traitement anti-rejet, parce que des fois, certaines personnes pensent en fait qu'il y a un risque de faire un rejet qu'au début de la greffe, et qu'après, bah, ton greffon est assimilé, etc. Alors effectivement, normalement, avec les années, le risque devient plus minime de faire un rejet, mais il existe toujours. Voilà. C'est-à-dire que si demain, même si là je suis bientôt à 20 ans de greffe, c'est-à-dire que si demain j'arrête mes anti-rejets, c'est clair que je rejette mon greffon cardiaque. Et mon greffon du rein également, puisque je suis aussi greffée du rein. Donc du coup, ah oui, et donc vous allez me trouver stupide, mais voilà, moi ma grande peur dans le fait de faire un rejet était dans le traitement, parce que le traitement d'un rejet sur un greffon, ce sont de très très grosses doses de cortisone. Alors le point positif, si on peut dire, de la cortisone, c'est que c'est un anti-inflammatoire, c'est pour ça qu'on donne en traitement anti-rejet, parce qu'en gros un rejet c'est une inflammation du greffon qui se fait attaquer par les globules blancs, mais c'est aussi un booster, voilà. Si vous avez déjà eu de la cortisone à forte dose, déjà à 20 mg, on commence à sentir un petit peu les effets. Mais pour un rejet, c'est 1 gramme par jour, hein. Donc voilà. Donc c'est un gros booster, donc c'est-à-dire que tu dors pas. Moi, quand j'avais fait mon rejet, j'ai fait un rejet du rein en 2013, donc il y a 10 ans. Tu dors pas, mais t'es pas fatigué, t'es hyper productif, t'es... je sais pas si vous... Enfin, maintenant, c'est plus comme ça dans les halls de gare, maintenant c'est tout... Mais vous voyez, quand on vous regarde dans les vieux films ou quoi, dans les halls de gare, quand ils affichent les trains, ça fait... Ça tourne comme ça. Ah bah dans la tête, c'est pareil. Donc très très productif. C'est un antidépresseur, donc ouais, t'as un rejet, mais t'es toute guillerette. Voilà. Mais le mauvais côté, c'est que à 1 gramme de cortisone, même si tu manges rien, tu gonfles. Et tu gonfles pas de façon très jolie et très harmonieuse, parce qu'il y a des personnes qui sont en surpoids, qui sont pulpeuses, qui sont gros, voilà, c'est pas un gros mot, gros, et qui sont très jolies parce qu'ils sont très bien proportionnés. Mais quand tu gonfles à la cortisone, c'est pas ça. Je vous insérerai une photo juste maintenant là de ce à quoi je ressemblais lorsque j'ai fait mon rejet du rein en 2013. Et encore, dites-vous que sur cette photo, j'avais déjà commencé à dégonfler. J'ai pas de photo de quand j'étais vraiment très 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 gonflée, mais la photo que vous voyez là, j'avais déjà commencé à dégonfler. Et c'est très difficile, vous allez peut-être me trouver complètement stupide, parce que c'est que physique finalement, mais c'est très difficile parce que tu te reconnais pas dans le miroir, c'est pas toi. Moi j'ai toujours été assez fine, voilà, j'ai quand même des traits du visage fins, voilà, tu te reconnais pas dans le miroir, en plus tu te trouves pas jolie, voilà, et moi je voyais même plus mon nez, quoi, tellement mes joues étaient gonflées, enfin, et le regard des gens aussi est très difficile, le regard des gens. Moi, qu'est-ce que je faisais déjà des vidéos sur YouTube il y a 10 ans de ça. Qu'est-ce que je m'en suis pris plein la gueule? Qu'est-ce que je m'en suis pris plein la gueule, quoi. Quand j'ai fait ma vidéo Comme j'aime grosse arnaque, je vous la remets ici si vous connaissez pas cette vidéo. Et vous allez voir, si vous cliquez dessus juste 2 minutes pour voir à quoi je ressemblais à l'époque, vous allez voir que je suis plus grosse que je ne le suis aujourd'hui.
mais que par rapport à la photo que je vous ai insérée juste avant, j'avais déjà bien dégonflé. Cette vidéo a maintenant 7 ans, et encore tous les jours, je reçois des commentaires me traitant de grosse vache. Et pourtant, je trouve, enfin voilà, si j'ai fait comme j'aime, c'est qu'à l'époque, je me trouvais trop grosse et que j'étais pas bien dans ma peau. Mais quand je me regarde, maintenant, je me dis, oui, bah, voilà, je me préfère maintenant, hein, on va pas dire, je vais pas dire le contraire. Mais j'étais pas non plus comme la vidéo, enfin, comme la photo juste avant, et bref. Et voilà, et c'est très difficile de se faire traiter de grosse vache qui dévalise son réfrigérateur, oui, tous les jours, alors que tu sais que pas du tout. Et maintenant, je ne réponds même plus à ces commentaires, hein. Ça fait 7 ans que j'en reçois, voilà, la vidéo, elle a 7 ans, les gens, ils cliquent même pas pour voir comment on est maintenant, etc. Euh, voilà, c'est tellement injuste, voilà, des commentaires disant bah, t'as qu'à aller faire du sport, comme si le sport réglait tout, comme si tout le monde pouvait faire du sport, comme... Voilà, et ça me faisait très peur. Alors ça peut paraître stupide quand... Voilà, parce que ça reste que physique, mais c'était quelque chose qui me faisait très peur. Et je voulais dire, oui, donc sur les réseaux sociaux, ça a été le pire, mais ça m'est déjà arrivé, quand j'avais fait mon rejet d'urine, d'être dans le métro à Lyon, justement, pour aller à un rendez-vous médical. Et une fois, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans la vraie vie, dans le métro, de me faire traiter de grosse vache également à l'époque. Voilà. Donc, c'est de l'essence, et... Voilà, les gens ne réfléchissent pas. Et oui, c'est ce que je disais à l'époque, maintenant je ne le fais plus, mais à l'époque je disais, bah, prenez des grosses doses de cortisone comme je prenais à l'époque, puis vous verrez comment vous serez, et que les gens ne te croient pas, que c'est à cause de la cortisone. Voilà, enfin, j'ai essayé de me justifier, et en fait, oui, les gens, de toute façon, t'as beau... C'est pour ça que j'ai arrêté de répondre maintenant à ce genre de commentaires, parce que quand j'ai expliqué que j'étais sous grosse dose de cortisone, etc., on me répondait « la cortisone n'a jamais fait grossir à ce point-là », etc. C'est des gens qui ont dû prendre 20 mg de cortisone pendant une semaine parce qu'ils avaient une sinusite. Voilà. Donc, bref. Donc il s'avère que je n'ai pas de rejet, mais j'ai de nouveau... Donc là, j'ai un stent de plus parce que j'avais une artère effectivement qui était bouchée, et j'ai une artère qui est en train encore de se boucher. Donc ça m'angoisse énormément parce que j'ai un nouveau contrôle de coronarographie dans 6 mois, mais personne ne peut dire à quelle vitesse ça évoluera. Aujourd'hui, on n'a pas mis de stent sur cette autre artère qui est en train de se boucher parce qu'il y a un pourcentage de bouchage, je ne sais pas si on dit ça comme ça, où on met un stent. Et avant, on ne met pas le stent parce que, vous savez, en médecine, c'est souvent qu'est-ce qui est plus risqué. Et bien, au stade du pourcentage, je n'ai même pas demandé de pourcentage, mais au stade du pourcentage où est bouchée cette deuxième artère, il est plus risqué de mettre un stent que de ne pas en mettre. Voilà. Parce que mettre un stent, ce n'est jamais anodin. C'est pas le truc le plus dangereux au monde non plus, mais... comment dire, il peut se passer des trucs. Alors quoi exactement, je sais pas, mais si on vous garde en surveillance 24 heures après, c'est que il peut se passer des trucs, on te demande si t'as mal dans la poitrine, etc. après la pose du stent, donc c'est que certainement il peut se passer quelque chose. Voilà. Donc ce n'est pas anodin de poser des stents. Donc c'est pour ça que cette deuxième artère qui est en train de se boucher n'a pas de stent. Donc j'ai un nouveau contrôle de coronarographie donc dans 6 mois, enfin le rendez-vous n'est pas encore pris, mais voilà, normalement ce sera fin juillet, début août, et mais on ne peut pas savoir comment ça va évoluer, enfin à quelle vitesse ça va évoluer. C'est-à-dire qu'autant dans 6 mois, ça n'aura pas bougé, et il n'y aura toujours pas besoin de mettre de stent, donc on me dira peut-être bah, on refait dans 6 mois, autant dans 2 mois, de nouveau, je vais me sentir pas bien, il va falloir refaire la coro dans 2 mois pour me poser le stent, ce que je n'espère pas. Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît, mettez les emojis des doigts croisés dans les commentaires pour que ça aille pour moi, etc.
Donc voilà pour ce qui s'est passé, voilà pour les nouvelles. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais vous la poster, nous sommes le vendredi 27 janvier. Je reprends le travail lundi. Voilà, là tout à l'heure que je suis allée marcher un petit peu dehors, il fait très très froid, mais ça a été. Après je ne cours pas comme un lapin, mais je vois qu'il y a une bonne évolution, donc ça je suis bien sûr contente. Maintenant, c'est moralement que c'est plus compliqué, et je vais essayer de ne pas pleurer dans cette partie de vidéo, parce que à chaque fois que je vois quelqu'un chialer en vidéo, je me fais moi-même la réflexion, pourquoi t'as pas coupé au moment où tu chiales? Hein, donc je vais essayer de pas chialer. Donc moralement c'est plus compliqué. Donc pour l'instant on ne parle pas du tout d'une deuxième greffe, etc. Voilà, on peut mettre des stents, enfin il y a une solution. Voilà. Le seul truc, c'est que moi, donc je suis, voilà, si vous ne connaissez pas mon histoire, je suis malade de naissance. Je suis née avec une atrésie tricuspidienne. En gros, si vous voulez taper atrésie tricuspidienne sur Google, vous aurez tous les détails. En gros, j'avais que la moitié d'un cœur. Voilà. En très gros. Donc ce n'était pas viable, donc j'ai été opérée à la naissance, évidemment je ne m'en souviens absolument pas. J'ai été opérée une deuxième fois à 18 mois, je ne m'en souviens absolument pas non plus. Mais je pense que ça reste un souvenir enfoui dans ton corps, dans ton cerveau, etc. Ensuite, j'ai eu un suivi médical très suivi, très poussé, enfin voilà, très rapproché, voilà, je n'arrivais plus à trouver le mot. Et en 2003, donc le 13 juin 2003, donc ça va bientôt faire 20 ans, j'ai eu une greffe cardiaque qui m'a traumatisée. Mais vraiment, quand je me souviens de cette période, j'ai plus jamais envie de revivre ça. C'est ma terreur de revivre ça, mais vraiment. Comme je dis toujours, c'est en même temps le plus beau jour de ma vie, puisque, bah voilà, j'ai eu 20 ans de sursis, et puis il y aura d'autres années, hein, je ne vais pas mourir demain, enfin j'espère pas. J'ai eu 20 ans de sursis, ça m'a permis de vivre 20 très belles années de plus, voilà, mais c'est, enfin moi en tout cas, je l'ai vraiment très mal vécu. Voilà. Et aujourd'hui j'ai 40 ans. Donc ça fait 40 ans que je vais régulièrement à l'hôpital, que j'ai régulièrement des hospitalisations, des contrôles avec des examens plus ou moins douloureux, plus ou moins stressants, etc. Et je crois que c'est à mes 37 ou mes 38 ans, je ne me rappelle plus exactement, enfin depuis mes 37-38 ans où je commence vraiment à ne plus en pouvoir. Et quand je vous dis ne plus en pouvoir, c'est vraiment physique et psychologique à la fois. En fait, j'en ai marre qu'on me touche. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'en ai marre qu'on me regarde de partout, qu'on me touche, qu'on me dise quoi faire, quoi manger, ce que je dois faire comme activité physique et ne pas faire, et ce que je dois faire comme travail et ne pas faire. Je ne suis pas toujours tout à la lettre parce que j'ai envie de vivre ma vie, et j'ai envie de vivre une vie qui me plaît le plus possible. Je veux dire, je me suis pas fait greffer un cœur pour rester dans une bulle et ne pas voyager et ne pas faire des choses que j'aime sous prétexte que je suis greffée. Après ça c'est mon point de vue et tous les greffés n'ont pas le même point de vue. Mais moralement aujourd'hui c'est compliqué, je ne supporte plus les hospitalisations. Parce que aujourd'hui, je trouve que très souvent là, l'hospitalisation s'est bien passée. Oh, il y a eu une aide-soignante qui était un peu, pas méchante, mais un peu, comment on va dire, un peu sèche, voilà. Mais sinon, en gros, ça s'est bien passé. Je suis tombée sur des personnes gentilles et tout. Mais la maltraitance dans les hôpitaux existe. On n'en parle pas trop. Je trouve qu'on parle beaucoup de maltraitance dans les EHPAD, qu'on parle aujourd'hui beaucoup de maltraitance gynécologique sur les femmes, notamment lors des accouchements, et il faut en parler. Mais il existe aussi une maltraitance des patients dans les hôpitaux. Aujourd'hui, à chaque fois que je suis hospitalisée,
alors que bah, c'est normal de stresser pour les examens et pour les résultats d'examen. Aujourd'hui, je stresse de savoir si je vais avoir un personnel bienveillant ou pas quand même. Ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait te stresser, ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis peut-être en rébellion aussi, c'est possible, mais je ne supporte plus qu'on me fasse d'examen, je ne supporte plus, donc je vous dis qu'on me touche, qu'on me dise vous devez rester dans cette position, et vous devez faire ci, et vous devez manger ça, et vous devez pas manger ci, et vous devez... Comme si j'étais une enfant de 5 ans. Alors c'est sûrement de la rébellion, du ras-le-bol en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression, depuis quelques années, parce que je pense que cette vidéo va être longue finalement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas qu'elle soit encore plus longue, mais les traitements anti-rejet donnent aussi d'autres maladies, des effets secondaires qui nécessitent un suivi, etc. Donc aujourd'hui, j'ai un suivi médical très lourd, pas seulement dû à ma greffe cardiaque et greffe rénale, mais aussi le foie qui commence à souffrir à cause de tous les médicaments, des petites maladies qu'on peut avoir par-ci par-là à cause des anti-rejets, donc qui fait des petites opérations, Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça reste un petit peu privé, et en plus, je veux pas que ça dure 2 heures cette vidéo, mais du coup, cela fait que aujourd'hui, j'ai une certaine charge mentale hospitalière, j'ai envie de dire. J'essaye le plus possible, c'est pas toujours faisable, mais j'essaye le plus possible de prendre mes rendez-vous médicaux, que ce soit des consultations ou des hospitalisations, pendant mes vacances pour déranger le moins possible les parents des enfants que j'accueille, parce que je suis assistante maternelle si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas. Les parents que j'accueille sont prévenus dès le premier entretien que j'ai des soucis de santé et un suivi médical, et qu'il peut y avoir des jours où je suis absente à cause de mes rendez-vous médicaux. Par exemple, là, les examens qu'on m'a fait là parce que je me sentais pas bien, j'étais censée les faire au mois d'avril pendant mes vacances. Voilà, parce que bah, c'est 3 jours d'hospitalisation et après la fin de semaine en repos parce qu'il ne faut pas porter tout de suite derrière. Donc en fait, ça fait 1 semaine d'absence. Donc du coup, bah, j'essaye de prendre pendant mes vacances quand c'est comme cela. Bon, là, on a fait ça un petit peu en urgence, donc forcément, c'est tombé comme ça. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de vacances tranquilles, puisque j'ai toujours au moins un rendez-vous. Non, à Noël, je crois que cette année, à Noël, je n'ai pas eu de rendez-vous. Non, pendant ma semaine de vacances de Noël de cette année, j'étais très mal, parce que c'est là où ça a commencé à aller mal, mais je n'ai pas eu de rendez-vous médicaux. Mais sinon, aujourd'hui, je ne peux plus partir en vacances. Enfin, je pars si vous voulez, je peux partir 3-4 jours, mais voilà, il y a toujours un rendez-vous médical qui fait bah, que je dois écourter mes vacances, que je dois être du coup là, que je... Voilà, et puis les vacances, ça sert normalement à décompresser, et du coup, vu que j'essaye de prendre mes rendez-vous médicaux sur mes vacances, j'ai l'impression, et c'est pour ça aussi que j'étais aux limites du burn-out, je pense, c'est que j'ai l'impression de ne plus jamais vraiment avoir de vacances. Parce que certes, quand je suis en vacances, donc je n'accueille plus les enfants, je suis en vacances, mais je n'arrive pas à avoir cette détente et ce relâchement que l'on a normalement pendant nos vacances, puisque je sais qu'en plein milieu, je vais avoir un rendez-vous médical, et même si c'est juste une consultation, c'est toujours stressant de savoir les résultats, ou alors ça peut être une hospitalisation, des rendez-vous, enfin avec des examens stressants et douloureux physiquement et mentalement, voilà. Aujourd'hui, alors c'est peut-être un passage oui et non parce que ça fait 3-4 ans que je le dis, j'aimerais arrêter mon suivi médical. Enfin, arrêter mon suivi médical. J'aimerais, pendant 6 mois, 1 an, mais ça mettrait évidemment ma santé en péril, mais j'aurais vraiment besoin que pendant 6 mois, 1 an, on ne me parle plus d'hôpital, de médecin, de rendez-vous. Aujourd'hui, je me sens en burn-out. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est comme si je me noyais.
Enfin, je sais pas, ouais, c'est comme si je me noyais, enfin, en fait, c'est comme si j'avais l'eau qui est... Vous voyez, quand la mer, elle monte, par exemple, en Normandie, où t'as l'eau aux chevilles, puis après ça monte jusqu'aux genoux et au nombril, et après t'as l'eau qui arrive là, et tu commences à suffoquer, etc. Et puis t'as la tête qui... Et, enfin, je sais pas si c'est une bonne image, et après, à chaque fois, heureusement, il se passe quelque chose dans ma vie qui me fait dire, allez non, la vie, elle est belle et tout, et ça me fait reprendre mon souffle. Mais, voilà, enfin, je sais pas si cette image est très parlante, mais ouais, c'est le burn-out, c'est la charge mentale, c'est le... Voilà. En fait, c'est comme ça que je me sens tout simplement. Enfin, je vais pas polémiquer 107 ans, mais ouais, c'est comme une impression de se noyer en fait. Et de ne plus avoir de moments, ou trop rares en tous les cas, où j'ai cette bouffée d'oxygène. Et des fois, j'aimerais juste que tout s'arrête en fait. Et c'est ça qui me fait peur. Et par exemple, là, au mois de juin, donc ça fera 20 ans que je suis greffée cardiaque et j'organise une fête. D'ailleurs, il faut que je vous fasse le haul de tout ce que j'ai acheté pour ma fête. Je sais pas dans quel ordre je mettrai les vidéos. Vous aurez déjà peut-être eu le haul. Et ça me donne beaucoup de baume au cœur. Et j'ai cette force qui me fera tenir quoi qu'il advienne, même si mon autre artère doit se boucher avant. Quoi qu'il advienne, de toute façon, je veux arriver jusqu'au 17 juin, jusqu'à cette fête, etc. J'adore organiser des fêtes, voilà, on a fait nos 10 ans de mariage en avril dernier. J'ai adoré organiser nos 10 ans de mariage, j'ai adoré la fête, c'était trop bien, etc. Ensuite, derrière, j'ai enchaîné sur l'organisation de mes 20 ans de greffe et j'adore organiser, j'adore imaginer des choses, etc. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ça me donne énormément de baume au cœur, ça me donne de l'oxygène. À chaque fois que j'ai un coup de mou, je me dis, allez, je me mets sur l'organisation, là, pendant 10 minutes, je réfléchis à ça, 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 et tout. Mais après le mois de juin, bah, il n'y a plus rien. Alors, il y aura d'autres moments très bien, mais j'arrive pas à me projeter sur un projet. Voilà. Moi, en fait, j'ai besoin de projets qui me plaisent, bien évidemment, parce que des projets, ben, on en a tous. Et après le mois de juin, j'ai plus de projets qui me donnent de l'oxygène, qui m'excitent, qui me plaisent. Et du coup, j'arrive pas à me projeter. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de penser, et je dis pas ça de façon bossène. Ça m'est déjà arrivé de penser, s'il doit m'arriver quelque chose de tragique, si c'est après le mois de juin, c'est pas grave, parce que j'aurai réalisé tous mes projets. Donc il faudrait vraiment que je me trouve encore quelque chose d'autre qui me fasse vibrer après le mois de juin. Et pour le moment, j'y réfléchis, je ne trouve rien. Et c'est ce qui m'angoisse énormément aussi. J'ai besoin de projets, j'ai besoin de choses qui me fassent me dire « Allez, il faut que j'arrive jusqu'à cette date parce que je veux absolument vivre ce moment-là. » Mais après le mois de juin, j'ai rien. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo parce que je pense qu'elle a déjà été très très longue. Je suis désolée si je vous ai plombé le moral. Voilà. J'ai des tas de questions, enfin à chaque fois que je pose, c'est de ma faute aussi, hein, j'ai qu'à pas poser, j'ai qu'à pas mettre de story comme quoi je suis aux urgences, etc. Mais au moment où je suis aux urgences, je m'embête tellement que je sais très bien que ce genre de story fait que les gens viennent papoter avec toi, etc. Donc ça fait passer le temps, hein, parce que je suis rentrée aux urgences, il était 13h30 et j'en suis sortie, c'était 22h30, voilà. mais du coup après... Il y a aussi plein de questions, etc. Et en fait, je l'avais déjà dit ça dans une autre vidéo, pareil, une fois où j'avais été aux urgences. En fait, sur le moment,
quand je poste ce genre de story, c'est parce que je m'ennuie et que j'ai envie qu'on vienne papoter avec moi. Mais j'ai pas envie qu'on vienne papoter de ce qui se passe. Surtout que la plupart du temps, quand vous êtes aux urgences, vous y allez parce que vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas bien, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, j'ai reçu énormément de messages « Qu'est-ce que tu as? J'espère que c'est pas trop grave, etc. » auxquels je n'ai pas répondu, tout simplement parce que je n'en sais rien. Au moment où j'arrive aux urgences, je ne sais pas ce que j'ai. Si j'y vais, c'est que je suis pas bien, forcément. On va pas aux urgences quand on se sent parfaitement bien. Mais les messages, je le comprends. Moi aussi, je suis des youtubeuses depuis des années et on s'inquiète parce qu'on s'attache malgré tout, même si on ne se connaît pas dans la vraie vie, etc. Mais au moment où je suis aux urgences, quand vous m'envoyez « tout va bien », j'ai pas envie de répondre parce que sur le moment, étant donné que je suis stressée, angoissée, énervée, j'ai envie de répondre bah, si je suis aux urgences, c'est que ça va pas bien, connasse. Enfin, je vous appellerai jamais connasse parce que j'ai du respect pour vous. Mais dans le sens, vous êtes débile ou quoi? Enfin, je sais pas si vous voyez, enfin, si tu vas aux urgences, c'est que tu vas pas bien. Donc j'ai reçu au moins une dizaine de messages. Tout va bien? J'ai même pas envie de répondre. Enfin, ça paraît logique que si je suis aux urgences, ça va pas. Je sais pas. Et après, les qu'est-ce que tu as? J'espère que c'est pas trop grave. Bah, en fait, j'en sais rien. Voilà. Mais c'est gentil, je sais que ça parle d'un bon sentiment, mais voilà, je voulais quand même le dire. Vous pouvez venir papoter avec moi et tout, mais au moment où je suis aux urgences, c'est pas là qu'il faut me demander si tout va bien, si c'est pas grave, si qu'est-ce que j'ai, parce que j'en sais rien, parce que j'ai pas envie de parler de ça à ce moment-là, et voilà. Écoutez, je vais arrêter là pour cette vidéo parce que je vois que ça part dans tous les sens. Je pense qu'il y aura un gros travail de montage à faire. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas dérangé. Voilà. Écoutez, les prochaines vidéos seront plus gaies, je l'espère. Enfin oui, elles seront plus gaies. Je vais pas faire des vidéos comme ça tout le temps, hein. Comme je vous disais, moi, voilà, les personnes qui font des vidéos où elles se plaignent tout le temps, bah, c'est des personnes où j'ai fini par me désabonner au bout d'un moment. Parce qu'on peut être mal de temps en temps et en faire une vidéo pour le dire. Mais quand c'est que ça, bref. Bien, écoutez, je ne sais pas comment terminer cette vidéo parce que cette vidéo est tellement spéciale. Je termine cette vidéo, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vous embrasse. Ciao.